Nouvelle année, nouveau pixel et vous le savez, sur Rester Connecté, on ne résiste jamais très longtemps à l'envie de tester les nouveaux smartphones de Google. Chez nos camarades youtubeurs tech, souvent ils sont très excités à l'arrivée des nouveaux iPhones. Et bien nous, c'est la gamme Pixel qui nous fait envie. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et après les spéculations et les attentes que j'ai déjà fait dans une précédente vidéo, il est temps pour moi de vous faire mon retour d'expérience sur ce Pixel 6 que j'utilise depuis quelques mois. Tout d'abord, on va remettre un petit peu de contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, pour ceux qui passent par ici par hasard, n'hésitez pas à voir après si vous avez envie de vous abonner. Si vous aimez le contenu qu'on vous propose, n'hésitez pas aussi également à nous mettre des commentaires, des pouces, voilà, tout ce qui peut aider concrètement la chaîne, si ça vous plaît. Et pour ceux qui le font, merci beaucoup et bienvenue. Mais pour remettre un petit peu d'historique dans tout ça, eh bien je suis un gros utilisateur et on va pas se le mentir, un fan de la gamme Pixel. Google nous a fourni les Pixel 3, 4 et 5, 4A, 5G aussi également. Donc on a quand même une solide assise en tout cas sur l'utilisation de ces pixels. C'est d'ailleurs pour moi l'une des meilleures expériences Android avec OxygenOS. C'est la gamme que je conseille un peu le plus ces derniers temps quand on me demande quel smartphone choisir. Alors attention, je ne préconise pas que des pixels, il m'est déjà arrivé de proposer d'autres marques, mais en gros, dès qu'il y a une petite brèche, dès qu'on me parle de photos, de smartphones fluides, etc., j'ai tendance à pousser un petit peu vers le pixel, on va pas se mentir. D'ailleurs, je regrette concrètement l'arrêt du Google Pixel 5. Je pense qu'il aurait eu sa place encore à côté du Pixel 6 pour un tarif agressif, mais il aurait sans doute fait de l'ombre au sans doute Pixel 6a qui risque d'arriver prochainement. Donc malgré tout, si vous arrivez à trouver ce Pixel 5 d'occasion, eh bien n'hésitez pas à foncer. Il y a mon test aussi qui est là pour vous donner les détails autour de ce smartphone, de ce que j'en ai pensé. Mais mettons les choses au clair, j'ai précommandé ce Google Pixel 6, donc je l'ai acheté. Ça m'a permis d'ailleurs de profiter de la belle occasion de récupérer gratuitement un Bose 700 qui a été compris pour les personnes qui précommandaient et beaucoup de gens l'ont fait puisque on était un peu tous plus ou moins dans l'idée de faire baisser la facture en revendant ce casque que j'ai toujours ici, que je n'ai toujours pas revendu et on verra si je le revends ou pas, mais voilà l'idée. La petite astuce pour pouvoir faire baisser la facture dès qu'un Pixel sort, regardez s'il n'y a pas une offre intéressante de ce type. Bon, maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, on va pouvoir démarrer un petit peu l'analyse de ce Pixel 6 et concernant son design, eh bien je dois dire qu'on arrive quand même avec quelque chose de très soigné. La beauté, elle est très subjective, on est bien d'accord et d'ailleurs ce design, il a clivé quand il a été dévoilé, mais on a un vrai feeling premium une fois en main. Le smartphone est tout en verre et je retrouve le même toucher que le Pixel 4, ce qui est très agréable. D'ailleurs, le verre, c'est une matière qui est assez noble, mais c'est glissant. Et l'appareil, il est sensible, très sensible aux traces de doigts. Donc si vous n'êtes pas un amateur de coque comme mon pote Brandon Le Proctor, eh bien vous voilà prévenu. Si on regarde un peu plus près le design et qu'on veut aller là où ça a clairement divisé, eh bien on peut sans aucun doute parler du bloc photo qui lui est protubérant avec cette ligne de capteur qui n'a pas été du goût de tout le monde. Malgré tout, on peut reconnaître que Google a cherché à jouer la carte de la différence. On va pouvoir clairement reconnaître ce Pixel en changeant un petit peu le format du bloc photo, ce fameux bloc photo qui avait été initié par Apple avec cette plaque dite plaque de cuisson qu'on le retrouvait sur la plupart des smartphones Android parce qu'ils avaient repris tous le même design. D'ailleurs, on le retrouvait aussi sur le Google Pixel 5. Et bien là, au moins, Google joue la carte de la différence et ça fait déjà un bien fou. L'autre bénéfice avec ce choix de design, donc cette bande de capteurs, c'est que le téléphone, il reste très stable une fois qu'il est posé à plat. Après, quand on retourne ce smartphone et qu'on regarde sa face avant, comme tous les smartphones du marché, celle-ci, elle est devenue complètement anecdotique. Je peux juste vous dire que l'écran, lui, il occupe 83,4% selon GSM Arena, la totalité de cette face avant, et qu'on a un capteur frontal qui est centré là où tu as des appareils qui eux vont avoir des capteurs sur le côté. Eux ils ont fait le choix du centre, mais en termes de design il n'y a pas vraiment grand chose à en dire.
Petite confession intime, le passage du Pixel 5 vers le Pixel 6 ne s'est pas fait sans douleur. Je vous le rappelle, le Pixel 5 est tout de même relativement compact, là où le Pixel 6 reprend un gabarit que j'avais abandonné depuis le Pixel 3 XL. Il est long, il est large, il est épais et en plus de ça, eh bien, il est très lourd. Ce qui en fait un téléphone pas du tout en fait agréable à utiliser. Pour vous donner un titre de comparaison, je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça, mais malgré tout, on est quand même à l'équivalent d'un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Et du coup, eh bien, voilà, c'est difficile de naviguer à une seule main avec ce type de téléphone. Alors oui, il y a bien une petite astuce logicielle pour faire descendre l'affichage, mais je l'avoue, je n'ai jamais réussi à trouver le réflexe d'utiliser ce type d'astuce. Heureusement quand même, ils ont pensé à bien positionner les boutons volume et alimentation qui sont faciles à accéder à une seule main. Et bien du coup, comme quoi, tout n'est pas vraiment négatif. Allez, si on regarde du côté de l'affichage, on est sur un écran OLED. Les couleurs sont bien calibrées, notamment dans le mode d'affichage naturel, que vous pouvez aller voir dans les options d'affichage. Il y en a plusieurs profils, mais personnellement, moi de mon côté, je préfère le mode adaptatif pour des couleurs un peu plus pétantes, qui vont flatter la rétine. Par contre, il est clair que je suis très déçu de la gestion automatique de la luminosité. C'est un peu le cas en ce moment. Sur tous les smartphones que j'ai pu avoir en main, j'ai souvent tendance à parfois réajuster dans certains cas parce qu'elle n'est jamais bien calibrée comme je le voudrais. Mais puisqu'on en est à parler de la luminosité, sachez avant tout que, eh bien, elle est bonne. En tout cas, en lecture, en extérieur, j'ai pas trop de problèmes, même si j'aurais voulu quand même plutôt la confronter sur un soleil d'été. En tout cas, moi, j'ai pas vu de problème pour le moment, donc bon, à vérifier, mais ça me semble plutôt correct. Abordons maintenant l'expérience au quotidien. Le smartphone, disons-le tout de suite, il est fluide. J'ai déjà entendu des personnes dire que au bout d'un moment, au bout de quelques mois, un pixel commence à ralentir. Moi, je n'ai jamais constaté ça. Tout simplement déjà, c'est fluidité, elle se justifie par un affichage de 90 Hz qui va contribuer justement à la fluidité des animations. L'idée d'avoir un 120 Hz pour moi n'a vraiment d'intérêt que si on est un joueur mobile exigeant. Non, le vrai truc qui m'a perturbé au premier abord avec ce téléphone, c'est le comportement par défaut du bouton d'alimentation. Je ne sais pas pour quelle raison, enfin si je me doute un petit peu, dans quelle raison Google a cru que l'entièreté, en tout cas une grande majorité des utilisateurs aimeraient que lorsqu'on appuie sur le bouton, même un appui long, eh bien, au lieu d'amener le menu pour pouvoir éteindre, redémarrer ou mettre en mode avion l'appareil, eh bien tout simplement on le remplace par l'appel, on va dire, de Google Assistant. Franchement, bon, je me doute que l'idée derrière tout ça, c'est de forcer les gens à prendre l'habitude d'utiliser donc le fameux assistant, mais pour ma part en tout cas ça m'a tout de suite dérangé et je vous dirais même que ça m'a renvoyé vers le Pixel 4 où je regrette finalement cette fameuse fonctionnalité, l'Active Edge, qui devait sans doute avoir un coût au niveau de la confection du téléphone et qui devait avoir peu de retours utilisateurs. Mais moi, j'aimais beaucoup cette manière de presser sur le côté l'appareil pour pouvoir justement faire appel à Google Assistant et pourquoi pas déclencher certaines commandes vocales, notamment chez moi c'était la domotique, pour pouvoir éteindre des lumières ou éteindre des prises connectées sans justement avoir de retour vocal de l'assistant et ainsi ne pas réveiller par exemple quelqu'un qui dort à côté de soi. Donc franchement, ce concept-là de faire un bouton comme ça qui va d'abord utiliser Google Assistant au lieu d'un comportement que l'on attend naturellement, c'est-à-dire le menu d'extinction, de redémarrage, voilà, ou du mode avion, j'ai pas vraiment compris. Du coup, sachez-le, je pense que si vous déballez ce Pixel ou si vous allez le déballer quand vous allez le recevoir, si vous regardez cette vidéo, eh bien directement, je pense que vous irez dans les menus pour pouvoir aller modifier le comportement et ainsi retirer cette fonctionnalité un petit peu très étrange en tout cas, ou très, j'ai l'impression, stratégie marketing pour pousser les gens à utiliser Google Assistant. Et croyez-moi, vous allez pouvoir quand même l'utiliser de manière un peu, voilà, un peu plus de manière logique. C'est lorsqu'on va se diriger vers la barre en dessous de recherche où il y a le petit bouton micro. Du coup, comme je n'ai plus l'Active Edge, je passe par cette pression-là pour pouvoir lancer des commandes en toute discrétion. Alors avant même d'évoquer les bugs, comme chaque nouvelle version d'Android, si les utilisateurs de Pixel peuvent se réjouir d'être les privilégiés et d'avoir les dernières versions avant tout le monde, on ne va pas se mentir, on essuie quand même pas mal les plâtres, notamment sur des choix ergonomiques qui sont quand même discutables.
Au début d'Android 12, impossible d'activer ou de désactiver le Wi-Fi de manière rapide. C'était couplé aux données mobiles. Il a fallu quand même attendre que les utilisateurs râlent pour voir un semblant de bouton revenir, et encore c'est pas tout à fait ça, donc c'est pas très ergonomique. En discutant avec l'ami David Noguera qui a aussi un Pixel 6, on va pas se mentir, je l'ai un petit peu engrainé à prendre ce modèle. Il a mis en lumière certains choix bizarres comme le menu du Wi-Fi où on est obligé de cliquer sur OK pour sortir de ce menu. Idem pour la traduction instantanée du texte qui mériterait d'être améliorée tant par ses résultats que par sa flexibilité puisqu'on ne peut tout simplement pas sauter à la ligne si par exemple on a envie de rédiger un mail vocalement. Tout au long de mon utilisation, j'ai commencé à voir popper pas mal d'articles concernant de nombreux bugs sur ce téléphone. On parle d'écran qui clignote, de problèmes de réseau et même de numérotation fantôme si vous avez un James dans votre répertoire. Et je suis pas plus fier d'avoir ajouté récemment un James dans mon répertoire et donc du coup je peux vous confirmer que je n'ai pas eu ce problème. Concernant les problèmes de réseau, je ne sais pas si c'était lié forcément à de la réseau 5G puisque moi je continue d'être sur un réseau 4G qui marche plutôt bien. Par contre, là où je peux vous faire un état des lieux, je pense, assez détaillé, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Et là, je vais te le dire, Google, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que ce lecteur qui est lent, qui a un gros taux d'erreur, et du coup, je passe plus mon temps à mettre le code de déverrouillage plutôt qu'à réussir à le déverrouiller avec mon doigt. C'est vraiment un scandale. Ajoutez à cela un verre trempé et il est encore moins utilisable que ce qu'il n'est déjà à l'origine. Alors, j'ai quand même des résultats un peu chelous parce que dès que j'utilise des logiciels, des applications qui me permettent de déverrouiller l'appli par empreinte biométrique, eh bien ça fonctionne un peu mieux, en tout cas ça marche pas trop mal. Mais franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors voici l'instant dédoiement, puisque vous le savez, sur Rester Connecté, on n'est pas les plus rapides pour sortir nos tests. Et du coup, j'ai voulu quand même attendre le mois de décembre pour voir s'il y avait des améliorations qui seraient notables. On nous a promis une mise à jour qui devrait régler les problèmes. Cette mise à jour, eh bien, manque de peau pour vous et heureusement pour moi, elle s'est interrompue et j'ai dû attendre janvier pour la recevoir. Franchement, j'avais vu pas mal d'articles passer qui donnaient quand même beaucoup d'espoir pour faire en sorte que ce problème de lecteur d'empreintes ne soit qu'un mauvais démarrage ou un lointain souvenir. Et ben franchement, c'est toujours pas réglé et croyez-moi, ce smartphone a un lecteur d'empreintes qui est indigne pour un smartphone de 2022. Il est mauvais et il me rappelle vraiment mon expérience que j'avais sur le Galaxy S8 qui était déjà catastrophique. Alors je ne l'ai pas encore fait dans cette vidéo, mais on va quand même arriver à l'un des points centraux de ce test. Ce Google Pixel 6 est équipé pour la première fois de la puce Made in Google, le Google Tensor. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente et je peux pas revenir malheureusement sur tous les détails autour de ça parce que sinon la vidéo sera encore bien plus longue qu'elle ne l'est déjà actuellement. Mais on le sait, c'est l'Exynos 2100 du Samsung Galaxy S21 qui se cache en partie derrière le Tensor. Donc dans les faits, on est sur une puissance qui est plutôt haut de gamme mais pas premium. Malgré tout, aucun problème pour faire tourner les applications et les jeux, même si j'ai vu quelqu'un qui avait l'air de reprocher un petit peu un manque de fluidité constante, on va dire, sur Genshin Impact. Moi, je ne l'ai pas noté, après j'ai pas fait de grosses sessions de jeu, mais en tout cas, aucun souci, sachant qu'en plus, il est épaulé par 8 Go de RAM, donc on n'a pas vraiment de souci de ralentissement lorsqu'on utilise pas mal d'applications et que voilà, on les laisse tourner en arrière-plan. Voilà, moi je n'ai pas noté de gros problèmes de performance. Une fois qu'on a dit ça, on aurait tort de croire qu'on a tout dit. Ce qui le démarque d'ailleurs de l'Exynos, c'est sa partie intelligence artificielle embarquée. On parle d'une puce qui est capable de gérer localement de la traduction instantanée de texte, mais elle intervient également dans certains cas, notamment sur la partie photo, que l'on va détailler maintenant. Concernant la photo, il y a aussi un bouleversement. Google quitte Sony pour Samsung. Les Pixel 6 s'équipent du coup d'un capteur ISOCELL GN1 qui est sur le papier un 50 mégapixels mais qui en réalité produira des photos qui iront jusqu'à 12,5 mégapixels. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait ils utilisent la technique qui est une technologie tétracell chez Samsung qui est plus connue dans le jargon de la photographie par le pixel binding ou le regroupement de pixels en français. Ça permet aux constructeurs d'améliorer la qualité des images sans avoir besoin de mettre un capteur plus grand.
Des personnes d'ailleurs sur Reddit se sont demandé s'il y avait moyen de déverrouiller ce capteur afin de produire des photos en 50 mégapixels. Même si on n'a pas eu de réponse officielle de Google ou de Samsung, les spécialistes dans les forums nous disent que apparemment c'est pas possible. Certains estiment que le résultat sera sans intérêt et même déceptif. Pourquoi? Parce que justement le pixel binding va composer 4 photosites qui sont vraiment petits sur un capteur de 50 mégapixels pour en créer un seul de plus grande taille. Cela permettra de récupérer plus de lumière et du coup on obtient des clichés avec plus de détails, que ce soit dans des conditions de bonne lumière comme en basse luminosité, d'ailleurs que sur un capteur qui serait avec un capteur de 12 mégapixels traditionnel comme c'est le cas par exemple sur le Pixel 5. En tout cas, si je sors un petit peu de l'analyse technique, ce que j'apprécie en regardant les photos de ce Pixel 6, c'est que je retrouve ce que j'aime sur la gamme Pixel, c'est-à-dire une bonne balance des blancs, une bonne plage dynamique, mais je ressens un meilleur piqué sur ce Pixel 6 que sur le modèle précédent. Là où je suis un petit peu moins content, on va dire, c'est du côté du capteur grand angle. Sur le Pixel 5, on était sur un capteur de 16 mégapixels, alors qu'ici, sur ce Pixel 6, on passe à 12 mégapixels en conservant en plus la même ouverture que sur le Pixel 5, on est sur du f2.2. Donc, ça va se traduire par des clichés un petit peu moins détaillés. Et c'est bien dommage de rogner un petit peu à la marche sur ce capteur-là, puisque c'est quand même un capteur sur lequel on va aimer prendre de grands paysages et surtout c'est des photos qu'on va aimer regarder sur des écrans un petit peu plus grands, comme celui de sa télé ou sur un écran d'ordinateur un petit peu comme celui que j'ai derrière. Ça fait depuis le Pixel 3 que Google a gagné un petit peu ses lettres de noblesse pour certains sur la photo de nuit. Et bien cette fois-ci, Google va aussi pouvoir s'appuyer sur cette fameuse technologie de Samsung, le Tetracell, qui regroupe, comme je le disais, les 4 pixels pris à différentes expositions et regroupés par couleur, c'est-à-dire le RGB, il va les prendre à différents niveaux et ensuite il va les rassembler. Le smartphone récupère beaucoup d'informations, mais je n'ai pas senti un réel gain dans ce cas. J'aurais aimé par exemple que le traitement sur la photo prenne plus en compte l'obscurité du ciel pour éviter de donner cette impression que le jour ne va plus tarder à se lever. Vous savez, cette photo que vous prenez à 23 h par exemple, et on a plutôt l'impression quand on la regarde qu'elle a été prise presque à la levée du jour vers 5 h, 5 h 30, ça c'est toujours ce que ça rend et c'est du coup dommage que Google n'a pas amélioré un petit peu cette balance entre ce ciel obscur et la récupération d'informations par rapport au sujet qu'on prend. Comme je vous l'ai dit, il faut bien noter que les résultats sont beaucoup moins bons si on passe au capteur à ultra grand angle. La faute à une ouverture beaucoup moins généreuse. Les photos de nuit, quand vous les consultez sur grand écran, il peut y avoir un effet déceptif parce qu'on voit tout de suite ressortir immédiatement le bruit ou le traitement logiciel agressif sur ce type d'écran. Donc c'est vraiment à garder plutôt pour les réseaux sociaux et le smartphone. J'ai également essayé de jouer avec l'un des nouveaux modes, le panoramique en mouvement, et franchement, je ne m'attarderai pas dessus car j'ai rien eu de convaincant. Peut-être aussi parce que je n'ai pas pris la peine de poser l'appareil sur un trépied. Je me dis que si on en arrive là, autant le faire avec un véritable appareil photo. Le smartphone pour moi doit rester ce que j'appelle un run and gun. Toutefois, je le reconnais, ça peut être une fonction sympa pour les personnes créatives et qui veulent vraiment tout faire avec le smartphone. Mais du coup, il faudra voir ce que ça donne si on utilise plutôt un gimbal ou un trépied. Mais pour le coup, je préfère laisser ces gens-là vous faire le retour en tout cas de ce qu'ils ont pensé de ce mode. Par contre, mention spéciale à la fameuse gomme magique, cette fonctionnalité qui est vraiment mise en avant lors de la conférence et puis lors des quelques publicités que j'ai pu voir pour le Pixel. C'est là où le Google Tensor va tirer son épingle du jeu et là où il va se démarquer même par rapport à l'Exynos et même par rapport au reste de la concurrence. Pour rappel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'idée, vous prenez une photo et si vous avez des sujets ou des objets qui sont cachés un petit peu au loin, en tout cas, ou qui gênent un petit peu le cadre de votre photo, eh bien, vous allez pouvoir les sélectionner pour les supprimer, voire même Google va vous faire des suggestions avec l'intelligence artificielle. Quand il va regarder la composition de la photo, il va vous faire quelques suggestions pour voir si vous pouvez retirer telle ou telle, on va dire, personne ou objet, parce que ça marche aussi avec les objets, de la photo et ainsi vous verrez ces personnes disparaître sous vos yeux ébahis. Alors la magie dans la tech, elle a quand même une certaine limite. J'ai envie de vous dire, tant que vous restez dans le cadre du réseau social, de l'Instagram ou que sais-je, mais ou en tout cas de la photo pour smartphone, vous allez voir, c'est plutôt correct.
Mais si on décide déjà rien que de zoomer avec son doigt sur la photo, on voit tout de suite le truc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la puce analyse ce qui se passe autour du sujet que vous voulez retirer ou de l'objet et il va essayer de composer avec une espèce de bouillie de pixels pour le faire disparaître. Voilà, il ne recrée rien derrière. Il n'y a pas de miracle non plus, il ne sait pas ce qui se passe derrière une personne ou un objet, mais pour le coup, il va réussir à composer un certain cache-misère, on va dire, pour justement effacer ces détails-là de la photo. Pour le coup, ça a quand même une réelle utilité, c'est quelque chose qui est convaincant. Moi, je l'ai montré à des personnes de mon entourage et c'est vraiment la petite fonctionnalité qui fait l'effet waouh tout de suite. En tout cas, ça fonctionne sur le grand public qui voudrait remplacer des parasites dans la photo par des parasites un peu moins visibles. Autre élément qui m'est arrivé de constater, rien de bien méchant, mais parfois on sent une petite latence dans le traitement de l'image par rapport à la photo. Ça met un petit peu de temps quand on essaye de cliquer pour regarder dessus, mais vraiment rien de bien méchant, mais ça arrive parfois, il faut le savoir. Concernant la vidéo, le Pixel 6 prend en charge la vidéo 4K à 60 fps en HDR. Les résultats sont bons avec une bonne stabilisation. L'image a un joli piqué et le mode HDR est un vrai plus en termes de couleur. J'ai noté que le smartphone galère un petit peu lorsqu'on change brusquement de plan et que notamment on bascule sur une ambiance lumineuse un petit peu différente. Là, on voit bien que le smartphone essaye de refaire sa balance des blancs automatique. Alors, ça le fait quand même assez rapidement, il n'y a rien de bien méchant, mais on remarque un petit peu que le smartphone essaie de corriger ça. Je regrette que Google n'ait pas poussé les efforts un petit peu plus loin concernant le HDR et qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour prendre la licence ou en tout cas supporter le Dolby Vision comme sur les derniers iPhones. Je trouve que ça aurait été un vrai élément différenciant dans le monde des smartphones Android et en plus de ça, eh bien, ça fait toujours beau sur la fiche de spec. Je vais pas vous mentir, avec ma bonne vieille télé LG OLED, j'en aurais tiré profit. Salut tout le monde, j'en profite pour vous faire un petit test du mode vidéo avec la caméra selfie, caméra avant. Et du coup, j'avais oublié aussi de mentionner que au niveau des haut-parleurs, là où j'étais moins content sur le Pixel 5, eh bien c'est beaucoup mieux avec ce Pixel 6. On retrouve voilà, des haut-parleurs qui sont vraiment de meilleure qualité. Je vais vous mettre un petit exemple, mais voilà. Et puis pour le coup, voici un extrait avec voilà juste le téléphone que j'ai dans les mains, sans micro, sans rien, ce que ça donne au niveau de la qualité de l'image. Alors vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous ne l'êtes pas, pensez-y quand même. Je n'ai pas pu tester tous les mobiles en ce moment, c'est même plutôt l'inverse. Même si je regarde, je sens que la concurrence est de plus en plus rude pour Google et ses pixels, notamment sur la partie photo. Mais en vrai, par rapport aux prestations prix, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs photophones du marché. Voilà, c'est vraiment quand on prend le rapport qualité-prix qu'offre ce Pixel 6. Autre point que je voulais mettre en avant sur mon utilisation quotidienne de ce smartphone, eh bien il faut le savoir, geste pour la planète, on ne met plus comme Apple des chargeurs dans la boîte des smartphones. Jusqu'ici, moi je veux bien entendre ce message. Bien entendu, on cumule parfois des chargeurs à la maison, alors sauf si vous êtes amateur de revente pour vous racheter d'autres modèles. Mais bref, on a toujours quand même un chargeur à la maison et du coup, eh bien, Google se met aussi également au diapason et arrête de fournir des chargeurs. La difficulté, le problème, c'est que eh bien, tout va dépendre puisqu'au début, il y a eu quand même un petit peu quelques ratés que j'ai vu remonter. C'est notamment au niveau du chargeur puisque Google n'utilise plus la plateforme Qualcomm Snapdragon. Du coup, pour les personnes qui avaient peut-être acheté des chargeurs spécialisés dans la quick charge rapide, eh bien, on constatait que le chargeur ne chargeait plus rapidement le téléphone. La recharge était absolument lente et il y a des gens autour de moi d'ailleurs à qui j'avais conseillé ce Pixel 6 qui l'avait noté. J'ai eu également la mauvaise surprise de me rendre compte à un moment que je n'arrivais plus du tout à charger le smartphone avec un vieux chargeur que j'avais qui était du Oppo Reno
donc qui utilise, vous savez, la VOOC qui est en 3.0 de mémoire sur ce téléphone pour de la charge rapide. Notamment, je pensais justement que ça aurait pu fonctionner et grosso modo, je me suis réveillé un matin en me constatant que ce chargeur ne chargeait plus du tout ce Pixel 6. Donc du coup, je me mets un petit peu à la place des gens qui ont investi et ils se retrouvent avec un smartphone qui fait plus forcément le taf, ou en tout cas qui se recharge de manière très lente. Heureusement pour moi, j'ai une tripotée à la maison, j'ai du Samsung, j'ai du Huawei, et le Huawei chargeait de manière quand même assez rapide ce smartphone, donc j'ai eu un peu de chance. Faut le savoir, la norme qui est utilisée aujourd'hui pour ce Pixel 6, c'est l'USB Power Delivery ou l'USB Charging en version 1.2. Si vous voulez vraiment de la charge rapide, et encore il faut mettre des guillemets entre charge rapide, c'est d'acheter le chargeur officiel qui est sur le store de Google qui coûte 29 €. Pour la recharge avec ce chargeur, comptez 50% en 30 minutes. Aujourd'hui, la concurrence fait largement mieux, je pense notamment à Xiaomi, je pense à Oppo, je pense même à d'autres, même peut-être Samsung. Bref, pour le coup, c'est un petit peu la douche froide pour les nouveaux arrivants, en tout cas sur ces pixels. Alors, bonne nouvelle quand même, il faut le savoir, l'information est remontée, les usagers se sont plaints et Google a eu écho de cette information. Je pense que dans la fameuse mise à jour de janvier, il y a eu une correction. Là, je viens de tester avec plusieurs chargeurs et blague à part, vous n'allez pas me croire, mais je ne retrouve plus du tout le chargeur Oppo quand j'en ai besoin. Pour le reste, j'ai fait du Samsung, du Huawei, des chargeurs qu'on peut acheter sur Amazon, voilà, qui étaient un petit peu garantis Quick Charge. Tous maintenant arrivent à recharger sans problème le smartphone, donc je pense que la charge n'est plus forcément un problème. C'est surtout si vous avez besoin d'une charge rapide. Grosso modo, c'est quand même un petit peu désolant quand on arrive d'avoir affaire à ce genre de problématique. Du coup, si les personnes veulent de la charge rapide, ils vont devoir passer à la caisse pour prendre le chargeur de Google et du coup le chargeur qu'ils ont obsolète, on va dire, ou en tout cas le chargeur qu'ils avaient gardé pour l'achat de ce Pixel, finalement va plus servir à rien et du coup le discours écologique disparaît un petit peu. Ça serait bien qu'on ait une norme globale pour toutes les charges rapides, ou en tout cas qu'on ait vraiment des chargeurs qui vont recharger de manière plus ou moins rapide. Et après, si vous voulez le must du must, par exemple comme chez Oppo ou chez Xiaomi, repassez à la caisse pour de la charge ultra rapide en fonction des besoins. Alors quand même, pour essayer de finir sur une note positive et une bonne nouvelle, j'ai beaucoup aimé la charge intelligente qui est fournie avec ce smartphone. C'est-à-dire que si vous allez mettre un réveil pour une certaine heure et que vous mettez votre téléphone à charger, celui-ci va adapter sa recharge pour atteindre les 100% juste avant votre réveil. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est réservé au Pixel, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si en fait la concurrence fait également la même chose, mais j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Une fois qu'on a balayé le sujet des chargeurs, on va pouvoir parler maintenant de l'autonomie de ce Pixel 6. Il faut savoir qu'on est dans la continuité de tests qu'on avait fait sur le Pixel 5 pour ma part et du Pixel 4a 5G pour Jason. Google fait des progrès sur l'autonomie. Celle-ci est vraiment bonne pour ce Pixel 6. On va pouvoir tenir une bonne grosse journée avec une bonne utilisation. Plusieurs applications, regarder de la vidéo, faire du GPS, de la musique, tout ça fait en sorte qu'on peut avoir une bonne journée pleine et entière avec ce Pixel 6. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de gens s'emballer disant qu'on pouvait attendre carrément les 2 jours. Je n'irai pas jusque là, mais je dirais que la journée et demie, voire même un petit peu plus de la journée et demie, est carrément atteignable en fonction de l'utilisation. Voilà, si vous ne faites pas trop non plus beaucoup de gaming, mais que vous en faites un petit peu, ce smartphone devrait vous tenir jusqu'à très tard dans la nuit. Et si vous voulez aller même un petit peu plus loin et que vous essayez de le préserver, vous pouvez atteindre facilement la journée et demie, voire un peu plus, voire peut-être une deuxième journée de travail. Malgré tout, ça reste quand même en dessous des 2 jours. Mais pour Google et notamment aussi sur la puce Tensor, on aurait pu craindre une mauvaise, on va dire, gestion de l'énergie. Et pour le coup, ce Tensor réussit plutôt bien l'histoire. Et j'ai envie de dire que c'est un téléphone qui est suffisamment autonome, qui est plutôt intéressant sur cet aspect-là. Alors moi, je l'ai vraiment attendu ce Pixel 6. Un nouveau design, un changement de capteur qui passe de Sony à Samsung qui avait de bonnes promesses sur le papier,
une nouvelle version d'Android et surtout une nouvelle puce maison, c'était pour moi le Pixel idéal pour un reboot et qui peut permettre aussi à Google de s'ouvrir auprès d'un public plus large. En testant ce mobile, je trouve qu'il convient très bien aux personnes comme moi qui sont attachées à la marque. J'aime bien le nouveau design, j'accepte d'essuyer les plâtres un petit peu pour ces nouvelles versions d'Android, parce que du coup on a quand même de nouvelles petites fonctionnalités quand elles arrivent, de jongler avec quelques chargeurs secteurs et je serre les dents même par rapport au lecteur d'empreintes. Je suis pas sûr que c'était le cas pour les personnes qui viennent des smartphones d'autres marques qui sont plus solides, on va dire, à leur lancement. Alors Google a corrigé pas mal de ces erreurs et aussi heureusement il y a cette promesse des 50 mises à jour. Mais attention, d'autres marques comme Samsung s'alignent, donc ça n'en fait pas non plus un argument à mettre que à leur profit. Les nouveautés proposées par Google restent selon moi trop à la marge et quand je dis ça, je remets pas vraiment en cause le travail des équipes, mais j'ai du mal à voir la plus-value ou la distinction par rapport aux concurrents. Surtout que ce smartphone, il a souvent fait les gros titres à cause des bugs, notamment à leur début. J'ai quelques personnes autour de moi qui ont démarré chez Pixel avec ce 6 et qui ont tout simplement fini par le renvoyer. Google a selon moi manqué de maîtrise, ce qui au final n'est pas si étonnant vu qu'on sait qu'ils lancent leur premier SoC maison. Voilà, on sait bien que dans la tech, souvent les premières itérations, c'est compliqué. Concernant d'ailleurs le Pixel Tensor, si vous avez un SoC qui tient la route, il est pour moi pas justifié de changer son smartphone pour lui. Malgré tout, j'aime bien ce smartphone, il a un look et un feeling premium, il a un bon écran, il est puissant, il a une bonne autonomie et on a toujours cette ambiance un peu magique quand on fait de la photo, on a vraiment l'impression de réussir tout ce qu'on prend. Les corrections de bugs arrivent et j'ai envie de croire que ce téléphone, il va de plus en plus gommer ses problèmes et avec le temps, il va devenir meilleur. Si je devais finir avec un dernier argument en tant qu'amateur de la gamme Pixel, en tant que fanboy, eh bien je dirais c'est le rapport qualité-prix qu'il offre. On est sur un téléphone qui est à 650 €, qui risque peut-être de baisser avec le temps et du coup je trouve qu'il en offre beaucoup pour un prix décent. On avait peur avec l'arrivée de ce nouveau Tensor que la facture augmente, il y avait des spéculations qui parlaient d'un smartphone à 1000 €. Or, ce n'est pas le cas et je trouve que son positionnement prix reste très bon malgré les couacs qui sont encore à corriger, s'il vous plaît. Ce lecteur d'empreintes Google, faites quelque chose. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce Pixel malgré les défauts que je vous ai donnés. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre avis, me le dire dans les commentaires. Est-ce que je suis trop fanboy? Est-ce que j'occulte trop de gros problèmes? Tenez-vous quand même bien informé parce que j'ai l'impression que malheureusement, j'aurais beau retarder encore plus ce test, il y a encore des choses qui vont bouger en tout cas et que ce téléphone risque de se corriger encore un peu plus à l'avenir. J'essaierai de vous tenir informé peut-être sur les comptes Instagram, Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les comptes. En tout cas, on compte sur vous pour soutenir la chaîne par un pouce, par un abonnement, par notre association Les Lutins du Phénix. C'est l'association que l'on défend qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Il y a toutes les infos en bas dans la description. N'hésitez pas aussi également, si vous avez envie de nous faire un don, c'est sur notre page Utip. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir tenu jusque là sur cette vidéo. On se dit à la prochaine et surtout, restez connectés. Bye bye tout le monde.